Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Simplement que ce partenaire non, on va dire, non valable quitte notre pays le plus rapidement. Une à une, elle ferme. Les bases militaires françaises en Afrique sont en train de disparaître sous la pression populaire et les décisions souveraines des nouveaux dirigeants. Mali, Burkina Faso, Niger, en moins de 2 ans, Paris a été contraint de plier bagages. Mais pourquoi? Que s'est-il passé pour que la France, qui prétendait être un allié stratégique du continent, soit aujourd'hui rejetée en bloc? On nous a longtemps vendu l'idée que la France était là pour sécuriser l'Afrique contre le terrorisme. Que sa présence militaire était nécessaire pour la stabilité de la région. Pourtant, après des années d'opérations militaires, le constat est amer. Les groupes terroristes n'ont jamais été aussi puissants, les populations n'ont jamais été aussi exposées, et les relations entre Paris et ses anciennes colonies n'ont jamais été aussi tendues. Mais alors, pourquoi ces départs successifs? Est-ce un simple rejet de la France-Afrique, ou y a-t-il des raisons plus profondes? Pourquoi Paris s'accroche-t-il autant à sa présence militaire sur le continent? Et surtout, quelles seront les conséquences de cette expulsion pour l'avenir de l'Afrique? Aujourd'hui, le journaliste panafricaniste Alain Foka va décrypter avec précision ce que la France ne veut pas que vous compreniez. Installez-vous, car certaines vérités risquent de déranger. Merci Emmanuel Macron, merci du fond du cœur. Merci de nous avoir aidés certainement malgré vous à faire des avancées fulgurantes ces dernières années dans le sens de notre souveraineté et de la dignité de l'Africain. Qui est l'ingrat dont le mal n'est pas transmissible à l'homme? Celui qui pendant 400 ans a pillé, s'est enrichi sur le dos de l'autre, ou bien celui qui s'est laissé faire? Alors président de la République est accueilli en sauveur. Amis, Maliens, c'est notre unité, notre solidarité qui ont permis d'infliger de lourdes peines aux djihadistes et de rétablir l'intégrité du territoire malien. Que s'est-il passé entre ce bain de foule, cette liesse populaire, ces remerciements chaleureux où le président François Hollande a pu dire que c'était le plus beau jour de sa carrière et ceci? Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Le 17 février 2022, le président Macron ordonne le retrait des troupes du Mali. La France plie bagage après 9 ans d'opération. La France s'engage toutefois à poursuivre son engagement dans les États voisins. Nous attendons simplement que ce partenaire non, on va dire, non valable quitte notre pays le plus rapidement possible. Que s'est-il passé pour que la France soit ainsi chassée sans ménagement de ces 3 pays où elle avait des bases et des installations militaires solides? On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place. Parce que nous ne sommes pas les supplétifs, les putschistes. Un peu court comme justification, il faut l'avouer. Ce sont les nouvelles autorités issues, c'est vrai, des coups d'État qui ont demandé le départ. Paris n'était absolument pas décidé à partir lorsque le général Assimi Goïta a pris les rênes du pays. Idem pour le Burkina Faso lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a pris en main le destin du Burkina Faso. On se souvient de la résistance de Paris à plier son drapeau pour quitter les lieux. Au Niger, cela a donné lieu à des scènes surréalistes où le président Macron empêchait son ambassadeur enfermé dans la représentation à Niamey de quitter le pays, de fermer l'ambassade. Il disait clairement que la France ne quitterait pas le territoire parce qu'elle ne reconnaissait pas les putschistes et qu'elle y resterait jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel. C'est de guerre lasse qu'elle a quitté le Niger. Elle n'a obtenu ni le retour à l'ordre constitutionnel, ni la libération du président Mohamed Bazoum. On l'a poussée dehors de force, avec le soutien de la rue. Alors dire qu'elle est partie d'elle-même parce qu'elle ne voulait pas traiter avec les putschistes, c'est faux. Nous parlons de coups d'État, mais au Mali, au Burkina Faso, même les coups d'État semblent moins contestés parfois que la présence militaire de certains pays européens. Certains y voient même un retour à la souveraineté. En fait, si la réelle raison du départ de Paris était les putschs perpétrés dans ces États, il est à s'interroger de savoir pourquoi, dans le même temps,
elle a porté son appui au président Mahamat Déby au Tchad, qu'il a installé au pouvoir après l'assassinat de son père, le maréchal Idriss Déby Itno. C'était un coup d'État. Il est aussi à s'interroger pourquoi elle a aussi reçu le général Oligui Nguema du Gabon seulement quelques semaines après son putsch militaire. Elle a été mise dehors. L'homme qui a organisé la bataille contre le djihadisme au Sahel, le général Castres, il a parlé d'un piteux retrait. On n'avait absolument pas besoin de constater quoi que ce soit de ce côté-là. Les militaires l'avaient fait. Mais là où on peut encore rester avec 1000 soldats, au Tchad ou à Djibouti, mais là on s'accroche et on reste. Et ça, à force de s'accrocher, à ne pas avoir une politique qui voit un peu plus loin que le lendemain, la France s'est mise dans une situation où elle se fait constamment pousser dehors. La France doit cesser de considérer qu'elle est une puissance dominante. La France doit cesser de considérer, par exemple, qu'elle contrôle les votes d'environ 14 à 15 pays africains à l'Assemblée générale des Nations Unies, ce qui est d'importance majeure pour la stature française. Dorénavant, il faut passer par d'autres voies. Il faut passer par du multilatéralisme. Il faut passer par des accords commerciaux gagnant-gagnant. Et il faut bien considérer que il n'y a plus une Afrique, il y a des pays africains autonomes, souverains, jaloux de leur souveraineté, jaloux de leur indépendance et de leur autonomie, et qui ont bien des arguments à faire valoir dans les décennies à venir. Je pense que la politique d'Emmanuel Macron n'a pas été bonne en Afrique. Macron a tout essayé, son contraire en Afrique, décontracté, trop décontracté, à un moment donné sévère, haussons le ton. Il n'a jamais fait 10 pas dans la même direction. Je ne pense pas que vous puissiez impressionner ou établir une relation en Afrique avec un comportement. La vérité est pourtant connue du grand nombre. On s'est fait franchement virer du Burkina, du Mali, du Niger. Mais l'endroit où la France pensait qu'elle était encore forte, en particulier l'armée française, qui a un rôle extrêmement important en Afrique, c'était vraiment le Tchad. Il y avait encore 1000 soldats français, et c'est vrai que c'est un bastion, parce qu'au moment de la colonisation, vous avez ce qu'on appelait les valeureux capitaines de l'Empire. Ils sont arrivés jusqu'au bassin du lac Tchad en 1900. Ça veut dire l'armée française qui est en train de se faire virer est installée au Tchad depuis 1900. La France était la seule puissance extérieure au continent à avoir des bases permanentes. On est toujours tellement arrogant qu'on se rend pas compte à quel point les chefs d'État ont le monde entier dans leur salle d'attente. J'ai un Mahamat Déby, il y a même des sociétés privées américaines, on parle toujours des Russes, mais privées américaines, qui vont former ces soldats. Vous avez les Émiratis, la France va les former des Émiratis, mais ils vont revenir au Tchad. Et en fait, l'Afrique se mondialise, et les chefs d'État, ils ont souvent le pognon avec le pétrole, l'or, les matières premières, et on parle toujours des Russes, des Chinois, mais la Turquie est extrêmement active, c'est eux qui vendent des drones dans toute cette région. On prend un virage, vous savez, il y a eu la période des indépendants, la période de tentative de démocratisation, et là on est en train de prendre un virage où il faut exclure totalement du jeu l'ancienne puissance coloniale. Le problème, c'est que ce n'est pas la fin. D'ailleurs, il y aura d'autres pays qui vont vous surprendre, qui vont prendre la même et des pays auxquels vous pensez? Je pense même au Gabon. Je pense parce que la population est anti-française. Elle n'est pas contre les Français, elle est contre un système, c'est-à-dire le système subtil. L'armée française n'est pas très appréciée en Afrique parce qu'elle continue de symboliser la colonisation. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises? Cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Et donc dans ce contexte-là, non, la France n'est pas en recul en Afrique, elle est simplement lucide, elle se réorganise. Il est un peu puéril de continuer de mettre le rejet de l'armée française en Afrique sur le compte des influenceurs et ce que le président Macron appelle les faux intellectuels. Les vrais étant ceux qui composent avec son système et qui quelquefois sont les nègres des salons qui organisent des rencontres dans les cadres feutrés de Paris et de quelques pays dans la mouvance pour recruter les jeunes désireux d'obtenir des visas. Vieux format. Les jeunes Africains ne croient pas que le salut de leur continent passera par une réflexion ou des initiatives étrangères. Ils ne croient pas que les initiatives prises à coups de millions d'euros par l'ancien maître scelleront encore une fois leur destin. Si la parole de ces influenceurs et faux intellectuels incriminés a la portée qu'on lui attribue sur les bords de Seine, c'est qu'elle rencontre certainement un terreau fertile sur le terrain. Surtout qu'ils n'ont pour seule tribune que les réseaux sociaux dans lesquels Paris a mis lui aussi des budgets colossaux. La soif de dignité et de respect, c'est cela la motivation qu'il va falloir intégrer dans l'équation.
L'Afrique est une terre qui a subi tellement d'épreuves. Je ne sais pas si dans le monde, il y en a qui ont subi autant d'épreuves que nous. Les Juifs aussi ont subi beaucoup d'épreuves. Mais nous, les Noirs africains, tout le monde s'est assis sur nous. Esclaves. Esclaves de maison. Esclaves de la traite négrière. Colonisés. Torturés culturellement. Parlant les langues des autres. Tout ça. Décolonisés. Mais nous, on a des grands combats à mener. Et les grands combats que nous avons à mener, c'est pas pour se venger des gens, c'est pour au moins être homme aussi, comme les autres. Il est tout aussi injuste de faire croire à l'opinion internationale que le rejet de la France et ses pays francophones subsahariens vient essentiellement de la propagande russe. C'est beaucoup trop simpliste, surtout lorsque l'on sait la force de frappe des médias francophones qui dominent outrageusement dans cette région du continent. Je suis peut-être un vieux con, pas très connecté, mais j'avoue que je ne vois pas et n'écoute pas de médias russes dans mon environnement où je suis au quotidien en Afrique. On voit fleurir quelques drapeaux dans les manifestations, mais hormis en République centrafricaine, je n'ai pas croisé de soldats russes dans les rues de Bamako, de Ouagadougou ou de Niamey. Je ne suis pas naïf dans le même temps, parce que je suis conscient qu'ils sont là, qu'ils commercent très discrètement avec les autorités. Mais de là à voir dans les mouvements de foule, dans les changements d'alliance de la propagande russe, j'ai des réels doutes. C'est fuir la réalité, c'est adopter la politique de l'autruche. Et c'est à cause de ce mensonge, de cette stigmatisation, que les jeunes en arrivent en Afrique à souhaiter leur présence. La vérité est simple. Pendant une dizaine d'années, l'armée française, et avec elle les armées européennes, n'ont pas réussi à endiguer la progression des mouvements terroristes qu'ils ont fait naître par leurs errements dans la région. Pendant une dizaine d'années, ces mouvements que l'on croyait à la portée de ces puissantes armées lourdement équipées n'ont pas cessé de gagner du terrain. Lorsque l'on regarde la carte de l'évolution sur le terrain, ces mouvements terroristes, il apparaît clair qu'ils auraient fini par occuper l'ensemble de ces territoires si rien n'était fait. C'est devant ce constat et quelques détails troublants vécus par ces militaires sur le terrain, comme le fait de ne pas permettre de rentrer dans Kidal, ville malienne ô combien symbolique, qui était pourtant à portée, et devant l'ensemblement, l'inefficacité des forces étrangères, que les jeunes militaires, les jeunes officiers ont pris leurs responsabilités. Tant au Mali qu'au Burkina Faso et au Niger, où le président Mohamed Bazoum lui-même reconnaissait que les forces terroristes étaient plus puissantes que leurs armées. Humiliation et capitulation que ne pouvaient envisager ces militaires contraints de se battre sans moyens. Il faut chercher l'explication de ce coup d'État dans ces éléments clairs. Arrêtons de mentir à l'opinion internationale, notamment française, qui n'est que très peu informée sur ces détails. À la vérité, c'est l'incapacité des forces européennes à endiguer la progression des terroristes qui a poussé ces officiers dans les bras des Russes. Lorsque votre maison brûle, vous ne vous préoccupez pas de savoir si l'eau que vous utilisez pour l'éteindre est potable ou non. L'essentiel est qu'elle éteigne l'incendie. On ne se soucie pas de savoir qui vous aide à éteindre l'incendie, ce n'est pas important. La question idéologique agitée par l'ensemble des grandes puissances ressemble à s'y méprendre aux arguments que l'on utilisait autrefois pour discréditer les nationalistes africains. Ainsi, Patrice Emery Lumumba, pour le rendre infréquentable et trouver des raisons de le liquider, était communiste, malgré ses dénégations. Êtes-vous communiste, monsieur Lumumba? Je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je ne suis pas du tout communiste. Vous savez qu'on m'a souvent présenté comme communiste, anti-blanc, anti-belge, donc qui veut détruire. Absolument pas. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Je pense qu'à travers l'histoire de l'humanité, vous avez connu en Europe occidentale, même lors de la Révolution française, des nationalistes qui se sont mis à la tête d'un mouvement de libération, simplement pour que le pays accède à la liberté et à l'indépendance. Je ne suis pas du tout communiste et je ne le deviendrai jamais. Le nationaliste Ruben Oumniobé du Cameroun était un communiste, ce qui a permis à Pierre Mesmer, administrateur de colonie, de le liquider et de l'assumer. Oumniobé faisait régner la terreur. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui faire la guerre et de l'éliminer. À partir de ce moment-là? Oui. Il refusait l'autonomie interne.
il refusait la démocratie. Donc, il se mettait hors la loi. Il était hors la loi. Et il le savait. Le verdict est clair. L'Afrique n'a plus besoin de la France pour assurer sa sécurité. Ce qui se passe en ce moment n'est pas un simple coup de colère. C'est un changement de paradigme historique. L'époque où Paris décidait pour l'Afrique est révolue. Les peuples ont parlé, les dirigeants ont acté. Les bases ferment, et la France n'a d'autre choix que d'accepter cette nouvelle réalité. Mais ne soyons pas naïfs. Ce départ ne signifie pas la fin des ambitions françaises sur le continent. La France ne part pas vraiment. Elle se réinvente, elle se repositionne différemment, sous d'autres formes. Coopération économique, contrats discrets, influence diplomatique. La guerre d'influence ne fait que commencer. Alors, que va-t-il se passer maintenant? L'Afrique a-t-elle réellement gagné son indépendance militaire, ou est-ce seulement un changement d'acteur dans une partie qui se joue toujours sans elle? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, le temps de la soumission est terminé. L'Afrique décide désormais de son propre destin. Si vous pensez qu'il est temps que l'Afrique écrive sa propre histoire sans ingérence étrangère, partagez cette vidéo, laissez un commentaire et abonnez-vous. Car si nous ne racontons pas notre histoire, d'autres le feront à notre place, et à leur avantage.